I'm not fighting for anything anymore except myself. I suspect that under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist. I know that I'll never have the strength to leave you again. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver sur On se fait une toile, aujourd'hui consacré à un film mythique. La présence incroyable de Humphrey Bogart, le charme naturel de Ingrid Bergman, elle qui se comparait à une fille de la campagne sans attrait, et bien sûr Michael Curtiz, réalisateur qui nous a offert de nombreux chefs-d'œuvre. Rien ne va sur la production de ce film. Avant et pendant la réalisation, c'est le chaos. Alors, est-ce qu'un miracle a touché ce tournage et a donné la naissance au plus grand film de tous les temps? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode d'On se fait une toile. Bienvenue les amis, on commence tout de suite après le générique. Casablanca, film de 1941, ville de passage d'espérance et de désillusion où convergent tous ceux qui fuient la guerre, résistants, espions, réfugiés, collabos et profiteurs. Dans cette tension permanente, Rick, cynique patron de bar chic, le Rick's Café American, regarde le monde sombrer avec détachement. Il vend du bourbon, ferme les yeux sur les affaires louches et prétend ne s'attacher ni à rien, ni à personne. Mais un soir, le passé débarque dans sa salle. Il croit reconnaître Victor Laszlo, célèbre résistant, et il est accompagné de la femme qu'il a aimée à Paris, Ilsa. Set in French Morocco at the beginning of the Second World War, Casablanca is the story of those desperate to escape the Nazi regime. Rick, help me. Be a fool, you can't get away. Rick, hide me. Do something. You must help me, Rick. I'd stick my neck out for nobody. Humphrey Bogart is Rick, cynical expatriate. What is your nationality? I'm a drunkard. That makes Rick a citizen of the world. I reserve a table. Victor Laszlo. There is a man arrived in Casablanca on his way to America. He will offer a fortune to anyone who will furnish him with an exit visa. Oh, I should say two. Why two? He is traveling with a lady. We'll take one. I think not. I've seen the lady. Ingrid Bergman is Ilsa, the last woman he ever expected to see, the only woman he ever loved. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Casablanca, c'est un film de hasard et de circonstances. Le 7 décembre 1941, vous le savez, le Japon attaque Pearl Harbor. Le lendemain, chez Warner, un lecteur lit une pièce jamais produite. Everybody Come to Rick's. 2 semaines plus tard, la machine est lancée, titre changé, acteur en cours de casting. L'Amérique rentre en guerre et Hollywood veut faire des films patriotiques. Et pourtant, Casablanca est un film qui s'est tourné à l'aveugle. Pas de scénario finalisé, des dialogues écrits au jour le jour, personne ne connaissait la fin. Malgré tout ça, ou peut-être grâce à tout ça, ce chaos a donné naissance à un miracle du 7e art. He's looking at you, kid. Casablanca, au Maroc, était l'une des principales étapes pour les réfugiés fuyant l'Europe occupée par les nazis. C'est pourquoi les dramaturges originaux ont choisi cette ville comme décor de leur pièce, bien qu'au départ ce fut Lisbonne. Premier tour de manivelle et la première scène tournée par Michael Curtiz et son équipe était celle du flashback à Paris, celle qui a posé quelques problèmes d'ailleurs à Humphrey Bogart, car selon ses propres termes, il disait « Je ne suis pas au courant de ce genre d'histoire d'amour et je ne sais pas comment la jouer, comment faire ». Et Ingrid Bergman, elle, car le scénario n'était pas encore terminé, ne savait pas si son personnage était censé rester ou être amoureuse de Rick ou de Victor Laszlo. Curtiz, qui l'ignorait lui-même puisque le scénario n'était pas encore fini d'écrire, lui a conseillé de jouer entre les deux. It's still a story without an ending.
What about now? Now, I don't know. Il est vrai que les dialogues sont écrits au jour le jour, juste avant les scènes parfois. Les acteurs ne savent même pas où les personnages vont. On tourne une scène pendant que l'histoire continue à s'écrire. Et pourtant, à l'écran, tout a l'air si fluide. Le Rick's Café est l'un des rares décors originaux construits pour le film. Les autres ont tous été recyclés à partir d'autres productions de la Warner, en raison des restrictions de guerre sur les matériaux de construction. Le Rick's Café a été conçu d'après l'hôtel El Minza à Tanger, et l'ensemble du film a été tourné en studio, à l'exception uniquement de la scène montrant l'arrivée du Major Strasser, tournée sur l'aéroport de Van Nuys. D'ailleurs, la rue utilisée pour les prises de vue extérieures avait été récemment construite pour un autre film, Le Chant du désert, et réaménagée pour les flashbacks parisiens. D'ailleurs, ce plateau est resté intact chez la Warner jusque dans les années 60. Il y a des scènes mythiques dans ce film, dont celle par exemple où l'on voit Sam jouer du piano et chanter. C'est Dooley Wilson qui interprète ce rôle, mais il ne savait pas jouer de piano. À l'origine, il était batteur, donc il imite un musicien qui était caché derrière un rideau. La chanson, la fameuse chanson As Time Goes By, que l'on réclame, que Ingrid Bergman réclame en souvenir du passé, devient l'hymne du film au grand désespoir du compositeur Max Sterner, qui lui aurait préféré écrire un morceau original. Tu parles, il aurait touché les droits. Il est de bon ton de mentionner donc que ce morceau a été écrit justement par Herman Upfield. Et d'ailleurs, le piano où Sam pouvait jouer cette belle mélodie a été vendu 600 000 $ lors d'une vente aux enchères à New York en décembre 2012. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Lors de cette grande scène où la Marseillaise est chantée pour contrer la chanson allemande, la Garde du Rhin traduit en français, de nombreux figurants étaient en larmes ou avaient les larmes aux yeux pour certains, car nombre d'entre eux étaient de véritables réfugiés des persécutions nazies dans l'Allemagne et même ailleurs en Europe. Et ils étaient submergés par l'émotion suscitée par cette scène. L'un d'eux, Marcel Diallo, avait fui la France de Vichy. Cette scène est aussi inspirée de la grande illusion de Renoir, qui est aussi rentrée maintenant dans l'histoire du cinéma. Play La Marseillaise. Play it.
Si on revient un petit peu en arrière, avant le premier tour de manivelle, le premier choix du producteur, Al B. Wallis, était le réalisateur William Wilder, mais il n'était pas disponible. Donc on s'est retranché sur un réalisateur de studio, Michael Curtis, homme à tout faire, ou plutôt réalisateur à tout faire du studio. Le contrat d'Ingrid Bergman appartenait au producteur David O. Selznick, et le producteur Wallis envoya les deux scénaristes du film, Julius Epson et Howard Koch, afin de convaincre Selznick de la prêter à la Warner. D'abord réticent, ayant peur pour la réputation de sa jeune protégée, mais ne croyant pas à l'histoire, il décide toutefois de la prêter, contre monnaie trébuchante bien sûr. Michèle Morgan a été approchée pour tenir le rôle, et oui, notre belle actrice française. Malheureusement, elle demandait 55 000 $. Et bien sûr, le producteur Wallis a refusé de payer cette somme, alors qu'il pouvait se payer Ingrid Bergman pour 25 000 $. Donc, le choix a été vite fait. Mais ni Ingrid Bergman, ni Paul Henreid, qui joue le rôle de Laszlo, ne souhaitaient apparaître dans le film. Bergman trouvait le sujet un peu superficiel. Et de son côté, Paul Henreid, lui, venait de tourner avec Bette Davis dans le film Une femme cherche son destin, qui sortira en 1943. Mais aussi l'idée de jouer un second rôle derrière Bogart et Bergman, sans même parler de Claude Rains, qui a un rôle bien plus important que lui malgré tout, même si Laszlo est un personnage central, eh bien tout cela ne lui semblait pas très prometteur. D'ailleurs, il a été prêté contre son gré à la Warner, toujours par le studio de Selznick. Il craignait réellement de jouer des personnages secondaires et que cela puisse nuire à sa carrière de premier rôle romantique. Et d'ailleurs, il ne s'entendait pas non plus très bien avec ses collègues acteurs, car il considérait Humphrey Bogart comme un acteur médiocre, tandis que Ingrid Bergman le qualifiait de prima donna. On laissera l'histoire seul juge de qui on parle encore aujourd'hui et qui est oublié. N'est-ce pas, messieurs, dames ? Bien que ce film fût ouvertement anti-nazi, ce n'est pas le premier produit par la Warner. Effectivement, ce studio a été le premier studio hollywoodien à afficher ouvertement son opposition au régime nazi, et le premier à interdire la distribution de ses films dans les territoires occupés par les nazis. Pour appuyer le trait et afin de maximiser les profits de la production internationale du film, le studio a suggéré que les personnages désagréables, autres que les nazis, soient également originaires d'un pays ennemi ou de l'Axe, à savoir dans ce cas l'Italie. C'est pourquoi les rôles de Hurget, Ferrari et ainsi le sombre pickpocket européen que l'on voit au début du film sont tous italiens. Et en raison de ces fortes thématiques anti-nazis, le film est sorti en Allemagne qu'en 1952. Il fut projeté dans une version fortement censurée. Toutes les références aux nazis étaient supprimées. Imaginez, le film devait être très court du coup. Toujours relatif à ce contexte du film, le symbole caché dans l'anneau montré à Victor Laszlo, c'est la croix de Lorraine utilisée pour désigner la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Excuse me. I'm sorry, sir. This is a private room. A fool in there. Who do you think? I know there is gambling in there. There is no secret. You dare not keep me out of here. Yes, what's the trouble? These gentlemen... I have been in every gambling room between Honolulu and Berlin. And if you think I'm going to be kept out of a saloon like this, you're very much mistaken. excuse me, please. Hello, Ray. Your cash is good at the bar. What? Do you know who I am? I do. You're lucky the bar's open to you. This is outrageous. I shall report it to the Angriff. You know, Rick, watching you just now with the Deutsche Bank, one would think you've been doing this all your life. Well, what makes you think I haven't? Oh, nothing. En 1941, la publicité du studio annonçait que Ronald Reagan et Anne Sheridan devaient apparaître dans ce film et Denis Morgan était mentionné comme le troisième rôle principal. Or, cela était une fake news, et oui, déjà une fausse histoire inventée soit par un attaché de presse du studio
soit par un attaché de presse, des acteurs, afin de maintenir leur nom dans la presse. Pendant ce temps, George Raft, lui, eh bien, il briguait le rôle auprès de Jack Warner, mais c'est Hal Wallis, le producteur réel, et j'insiste là-dessus, vous verrez pourquoi après, qui a encore une fois, lui était chargé de trouver le prochain rôle d'Humphrey Bogart, et donc il lui confia le rôle de Rick, insistant sur le fait que personne d'autre n'avait été envisagé. Le génie est dans le détail. Lorsque Rick et Lisa s'embrassent pour la dernière fois à Paris, Rick porte une boutonnière ornée d'une marguerite. La marguerite symbolise entre autres le renouveau, un nouveau départ, ce qu'espérait Rick avec Ilsa. Toujours dans les petits détails anecdotiques, on voit à son arrivée à Casablanca le Major Strasser porter un uniforme allemand sombre, mais vraisemblablement, à cause de la chaleur, il réapparaît rapidement ce soir-là dans une version blanche tropicale. Comme quoi, malgré le chaos environnant, il y avait un souci du détail impressionnant. Lorsque le film remporta l'Oscar du meilleur film, Jack Warner fut le premier à aller monter sur scène pour recevoir le prix. Décevant le véritable producteur du film, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, Hal Wallis, qui, furieux de cet affront, ne pardonna jamais à Jack Warner. Hal Wallis, alors considéré comme le prodige du studio, quitta la Warner Bros. Juste après. Le film remporta 3 des Oscars les plus majeurs cette année-là, le meilleur scénario, le meilleur film, bien sûr, le meilleur réalisateur. Tout ça est un petit miracle. I don't know how. You'll never know if you don't know now. Quelques infos de plus basées sur le temps plus long. Savez-vous qu'en 1973, un cadre de la Warner proposa à François Truffaut de réaliser un remake? Vous avez bien entendu le nom de François Truffaut. Il refusa. Il refusa parce qu'il dit que c'était pas son film préféré avec Humphrey Bogart et qu'il aimait notamment plus, par exemple, Le Grand Sommeil de 46 ou Le Port de l'Angoisse de 44. Rajoutant aussi qu'il imaginait mal Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve, pas Hepburn, mais Catherine Deneuve, à la place de Bogart et Bergman. Bon, on en pense ce qu'on en veut de Truffaut, moi c'est pas ma came, de toute façon, donc je vais pas en dire du bien, mais pour qui il se prend quoi? Bref, vaut mieux que ça soit resté comme ça, très clairement. Puis on passe dans les années 80 et là le scénario est envoyé à des lecteurs des plus grands studios de société ou des sociétés de production sous son titre original, Everybody Comes to Rick. Donc les lecteurs, pour certains, ont reconnu le scénario, mais pour la plupart ils n'ont rien reconnu. Donc ils devaient être sacrément cinéphiles quand même ces gens-là. Beaucoup se sont plaints que le film, ou en tout cas que le script qu'on leur envoyait, n'était pas assez bon pour faire un film décent. D'autres ont formulé des critiques, telles que c'était trop daté, trop de dialogue, et surtout pas assez de sexe. Et oui, on était dans une décennie de la démesure, les années 80, où tout le cinéma changeait. À chacun son époque, me direz-vous. D'ailleurs, cette époque a quand même fourni quelques belles pièces de cinéma. Il y a la célèbre scène et la célèbre réplique du film qui dit tout à la fin, au début et à la fin, « Rassembler les suspects habituels ». Cela vous dit peut-être quelque chose. Si on le traduit en anglais, ça nous donne le titre d'un film des années 90, 95 exactement, un film avec Kevin Spacey qui n'est pas passé inaperçu. Ce film, c'est Usual Suspect. Vous voyez, j'étais certain que vous connaissiez ce film. Autre info assez truculente, et là on passe dans le milieu des années 2000 et on va parler de Madonna. Elle souhaitait réaliser un remake du film avec elle dans le rôle de Ilsa et Ashton Kutcher dans celui de Rick. Bien sûr, elle a été voir tous les studios et elle a proposé son idée. Mais son idée a été rejetée à l'unanimité et même l'un des studios lui déclara que le film était intouchable. Elle a donc finalement abandonné le projet et c'est sûrement pas plus mal. Maintenant que tout cela est dit, vous avez compris
que cette réalisation s'est faite dans la douleur. Les acteurs ne connaissaient l'histoire qu'au fur et à mesure, ils n'ayant pas l'idée de son dénouement, et pourtant, on ne peut pas faire plus culte. Vous allez me dire, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, l'ambiance de ce film noir a un charme qui traverse le temps. Ce couple improbable, cette ambiguïté autour d'un amour perdu, de destin croisé, c'est un film de studio qui réalise le tour de force de vous emmener loin, très loin dans l'univers du cinéma, celui qui fait rêver, celui qui vous marque à tout jamais. Alors, après un nouveau visionnage, afin de réaliser cette rétrospective, eh bien, je me rends encore plus compte de la force de ce film, de la dimension qu'il prend, lorsqu'on le prend en compte tous les sujets qu'il traite. Et tout ça dans un lieu unique, le café de Rick, le café de Bogart, homme désabusé qu'un amour passé a détruit. Et ce lieu central où l'on voit se côtoyer la police française liée au régime de Vichy, les officiers du Troisième Reich, les jeux interdits, la résistance, les profiteurs du malheur qui vendent des visas sous le manteau, sans même parler de la corruption du plus haut fonctionnaire de la police qui délivre des visas pour des faveurs sexuelles. Tout cela est mentionné dans ce film. C'est incroyable, toute cette cohorte de personnages dans un café digne des meilleurs des années 30 aux États-Unis. On peut aussi noter les répliques qui fusent, les mots bien choisis. Tout ça écrit au jour le jour, imaginez. What in heaven's name brought you to Casablanca? My health. I came to Casablanca for the waters. The waters? What waters? We're in the desert. I was misinformed. I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Everybody out at once. C'était quand même assez impressionnant. Et il y a les scènes anodines, mais qui s'ancrent dans l'histoire du cinéma. Et les scènes fortes qui traversent le temps pour s'imprégner dans nos mémoires, comme celle où la Marseillaise est chantée en signe de résistance face à l'ennemi conquérant. Quelle force, même après tant d'années. Cette scène devrait être diffusée dans les collèges pour montrer ce qu'est l'unité. Et je vous mets au défi de ne pas avoir les poils quand vous regardez cette scène, quand vous êtes dans le film et que cette scène elle arrive. Ah, vous avez les poils, ça c'est obligatoire, et là la sensation elle est ouf. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. And if that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Tout cela contribue à la légende de ce film et pourtant on est loin de Casablanca. L'exotisme recréé en studio à Hollywood, peu importe, tout fonctionne grâce au jeu des acteurs. De Claude Rains, juste excellent, à Bogart, en passant par la magnifique Ingrid Bergman, la musique qui accompagne le film de bout en bout, la réalisation de Michael Curtis, il nous a déjà habitués à des grands chefs-d'œuvre, vous le savez, la photographie soignée, les ombres et les lumières, l'histoire d'amour contrarié est l'une des plus belles de ces années-là. Loin des comédies romantiques à l'eau de rose, et puis, il y a ce final grandiose. Donc c'est un chef-d'œuvre indémodable. Alors, je vous dis, vive le cinéma old school hollywoodien. Il est temps de vous replonger dans ces années-là. Play it, Sam. Play as time goes by. Et j'espère pouvoir y contribuer un petit peu. Alors, pour conclure, Casablanca est un film de studio et sans même poser un pied au Maroc, il réussit l'exploit de créer un monde, un contexte, un film mythique, vous l'avez compris, parce que Casablanca, c'est plus qu'un classique, c'est un miracle d'équilibre entre romantisme, tragédie, entre drame intime et l'histoire avec un grand H. C'est un film né du chaos, tourné à l'aveugle, sans prétention et qui a pourtant tout. Un scénario parfait, des dialogues inoubliables, des acteurs habités, une musique iconique et cette capacité folle à parler à chacun de nous. Alors oui, Casablanca est le plus grand film de tous les temps. Faites-moi plaisir, postez un petit commentaire
Si vous avez suivi cette rétrospective jusqu'à maintenant, une note sur ce film, je me ferai un plaisir, et bien sûr, de vous répondre. J'espère que j'ai été assez exhaustif, que je vous ai donné envie de revoir ce film. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas, c'est un très grand film. Et puis en attendant, vous savez quoi faire. Vous pouvez me mettre un petit like, ça fera plaisir à Bibi. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao. No. He's looking at you, kid. Meep, meep. Meep, meep. Meep, meep. Meep, meep.